58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Deuxième 58 minutes de la soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je suis en excellente compagnie puisque dans nos studios ici à Coutras, nous recevons Fanny Boldini. Bonsoir. Bonsoir. Et Mylène, notre spécialiste de la musique, ce soir spécialiste du cinéma. Elle fait tout ici. Et c'est grâce à elle aussi que nous avons des gens comme invités de renom. Souvenons-nous, par exemple, dans un autre registre de Pierre Durand, qu'on salue s'il nous écoute, qui était venu ici. Alors, nous recevons Fanny Boldini. Vous êtes script. Oui. Qui est un métier souvent réservé aux femmes. J'ai lu ça. C'est vrai. Surprise. Oui, même si ça tend à évoluer, enfin en tout cas j'espère. En fait, je ne suis pas seulement script, je réalise des films et je suis script pour des réalisateurs. Et pour moi, c'est un métier qui est intimement lié à la mise en scène. Donc, ça a été assez évident. L'écriture aussi ? Alors, justement, voilà. Il y a toujours une méprise sur le métier de script, même si, encore une fois, il n'y a pas une définition précise. Mais en fait, le script, ou la script, puisque communément, en effet, c'est plus souvent des filles, on va s'occuper de tout ce qui est de l'ordre de la cohérence, en fait. La cohérence est nécessaire pour un film parce qu'il y a sa partie initiale, qui est le scénario, suivi de la réalisation, et ce qui sera le montage. Entre ces trois étapes, il y a un monde et il faut trouver la cohérence entre ces trois étapes et rallier ces trois étapes les unes entre elles parce que vous devez sûrement l'imaginer, mais on tourne rarement un film dans la chronologie narrative du scénario. On va peut-être parfois tourner le premier jour la séquence 77 et on enchaînera sur la séquence 92 et on retrouvera la séquence 76 le 13e jour de tournage. Donc pour tout ça, on a besoin de quelqu'un qui mette un petit peu d'ordre et qui comprennent qu'en fonction de ce qu'on a tourné, on ne pourra plus tourner la chose suivante ou précédente de la même façon, qui est bien sûr toutes les questions de raccord, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont j'exerce ce métier aujourd'hui s'inscrit dès le scénario, puisque j'ai la chance de participer à l'écriture, enfin, dès l'écriture avec les réalisateurs avec qui je travaille. Donc, c'est assez global. Alors, au niveau de l'écriture, vous êtes une aide ou vous êtes considéré comment ? Alors, c'est toute la question de savoir comment je suis considérée, mais en tout cas, il n'y a pas d'intitulé propre, mais ça dépend du rapport que j'ai avec le réalisateur. Moi, j'écris déjà des scénarios, et de fait, être déjà à l'écriture, que ce soit en tant que conseillère ou co-scénariste, c'est une façon de mieux envisager le film. Parce que quand vous avez un réalisateur qui, dès l'écriture, vous raconte son film, vous appréhendez le tournage avec un nouveau regard, en fait. Parce que vous pouvez vous rappeler de ce qu'il vous a dit au moment de l'écriture et savoir le réimpulser au moment du tournage. Donc, c'est je trouve, assez fondamental pour moi d'être dès l'écriture avec le réalisateur. Alors, vous parlez de réalisateur, vous êtes script d'un grand réalisateur. Oui, j'ai cette chance-là, oui. Claude Lelouch. Comment vous êtes venu... On va parler de Claude Lelouch, quelques secondes ou quelques minutes. C'est vous qui décidez, mais comment vous êtes venu au cinéma, au monde du cinéma ? Comment je suis venue au monde du cinéma ? C'est toujours la question un peu... les gens disent toujours depuis que je suis enfant. Oui, alors voilà. Oui. Ça, je peux en témoigner, depuis qu'elle est enfant, effectivement. C'est son rêve. Voilà. En tout cas, une envie de raconter des histoires. Qu'est-ce qui vous a fasciné ? La caméra. L'idée que les gens, aussi naïfs que cela va peut-être paraître, mais quand j'ai compris à 5-6 ans qu'on pouvait rejouer la vie devant une caméra, je suis restée dans un état de sidération qui ne m'a jamais quittée. Alors voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans de plus, mais le fait est que je garde cette espèce de sentiment passionné pour cette idée qu'on tente de rejouer la vie devant une caméra avec tout ce que ça peut transcender, avec tout ce que ça peut révéler différemment, avec tout ce que ça peut apporter. Et concrètement, dans les faits, j'ai tout de suite, très, très jeune, raconté des histoires avec les caméras que je trouvais, avec les caméras familiales, les VHS, les choses comme ça. Et puis, il y a eu beaucoup de latence, il y a eu beaucoup de réserve de ma part. J'étais vraiment cette fille qui, à 20 ans, écrivait des scénarios dans sa chambre d'étudiante en regardant les pigeons à la fenêtre. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est ça.
Et puis après, voilà, j'ai mis un pied à l'étrier en faisant de la vidéo événementielle, notamment en faisant des petits reportages ou des documentaires dans la région aquitaine. Je me suis même retrouvée à faire un documentaire de commande pour un couvent de bonnes sœurs à Échourgnac, en Dordogne. Oui. Ce qui avait été une expérience géniale, parce que je me suis retrouvée à gérer les 3 étapes que sont l'écriture, ou du moins la préparation de ce documentaire, la réalisation et le montage. Et puis c'était l'occasion de me confronter à une communauté de l'ordre cistercien, avec tout ce que ça a de questions, de mystères, et voilà. Je les salue d'ailleurs, si jamais elles m'entendent, parce que les sœurs écoutent la radio. Voilà, ça leur arrive. Et puis voilà, et puis suite à ça, j'ai aussi un petit peu travaillé pour France 3 sur la série Famille d'accueil, ce qui m'a laissé appréhender la réalité d'un tournage, son organisation, sa logistique, rencontrer une superbe assistante mise en scène qui aujourd'hui est devenue une amie et une alliée, que je salue aussi, qui s'appelle Charlotte Villard. Et puis tout ça était super, mais ça manquait quand même de substance dans mon intime intérieur. Mais voilà, du coup, je ne sais pas si c'est la vie qui a provoqué ça, mais en tout cas, il se trouve que j'ai eu un énorme problème de santé qui m'a fait remettre les choses en perspective. Et suite à ça, en sortant de ce problème de santé, c'était un peu la loose, comme on dit. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait Alors le cinéma était toujours là, toujours très, très, très présent, mais je ne savais plus quoi faire. Je ne me voyais pas revenir travailler pour France 3 Aquitaine. Je ne me voyais pas rester à Bordeaux d'ailleurs. Et puis un jour, alors que j'étais devant une cheminée, j'étais en train de lire un magazine qui était, je ne citerai pas parce que je n'ai pas le souvenir d'ailleurs du magazine, et je suis tombée sur un petit encart qui disait Claude Lelouch ouvre enfin ses ateliers du cinéma. J'ai, en plus de la passion du cinéma, une passion toute particulière depuis que je suis enfant pour les films de Claude Lelouch, parce qu'au-delà même de sa forme cinématographique, de son identité de réalisateur et de tout ce qu'il a inventé et donné au cinéma, je ne sais pas pourquoi ces films m'ont toujours... j'ai pas donné un petit truc en plus, une sorte de... Voilà. Et donc en voyant ça, ça m'a rendue complètement... en tout cas... curieuse. Et je suis donc... le magazine que j'avais vraiment jeté au feu. Hein. Et donc, voilà, je me suis renseignée. J'ai découvert qu'en effet, Claude Lelouch allait créer des ateliers du cinéma. Donc, c'était maintenant il y a 5 ans. Et j'ai tenté le concours. Et je ne sais pas par quel miracle, j'ai eu le concours. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à travailler, si je puis dire, dans le cinéma. Enfin, ça ne veut rien dire dit comme ça, mais ça m'a impulsé de vivre à 100% cinéma. Voilà, mais de plus simplement être en hésitation. Et par le biais de ces ateliers, Fanny, oui. Tu as touché au script, oui. Réalisation, scénariste. C'est ça. Quelle est ta casquette préférée ? Non, ce que je préfère, c'est réaliser des films. Parce que je m'éclate quand je supervise l'ensemble pour aller vers une idée qui, à la base, était juste la mienne et qui devient celle d'une équipe. Maintenant, j'aime énormément aussi faire partie de l'équipe en tant que script. Plus généralement, on parle d'assistant à la mise en scène. Parce que quand on aime l'univers du réalisateur avec qui on travaille, on a envie de porter une histoire, on a envie d'y amener toute sa rigueur, toute sa spontanéité. Donc, oui, j'ai une préférence à réaliser, mais je ne fais pas script à défaut d'eux, en fait. À partir du moment où on raconte une histoire, je trouve que on a plusieurs façons d'y trouver sa place, en fait. Voilà. Alors, ces ateliers, en fait, j'ai encore une petite question sur les ateliers. Tu considères que c'est une école ou tu le définirais comment ? Alors, une école, pas du tout. Même si j'ai appris beaucoup de choses, mais pas du tout, parce que une école, ça voudrait dire des notes, ça voudrait dire des obligations, ça voudrait dire beaucoup de choses qui ne ressemblent pas du tout à ce lieu. En fait, c'est vraiment un lieu d'apprentissage. Je ne sais pas, quand moi j'ai rejoint les ateliers, j'avais 30 ans, 31 ans. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de retourner à l'école. Mais par contre, apprendre ça, oui, j'avais envie. Donc les ateliers, en fait, prennent par année, enfin, tous les 1 an et demi, 13 apprentis de tout âge, de tout horizon, avec ou sans diplôme. On s'en fout de savoir ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous êtes intermittent du spectacle ou pas ? Ça n'a aucune importance. Vous avez eu votre bac, on s'en contrefiche. Tout ça ne rentre pas dans le jeu. Ce qui compte, c'est votre intérêt pour le cinéma, votre passion, votre regard. Donc pour ça, il est demandé de réaliser un petit film avec un sujet imposé. De mon temps, je précise que pour la première promotion dont j'ai eu la chance de faire partie, on m'avait aussi demandé d'écrire un synopsis détaillé d'un long métrage, un projet de long métrage. Parce que l'idée, c'est d'arriver dans ces lieux
de participer au tournage d'un long métrage en tant qu'assistant. Alors ça peut être à la régie, ça peut être à la caméra, ça peut être au script, ça peut être coiffure, maquillage, décor. Et en parallèle de ça, vous développez vos propres projets. C'est-à-dire que vous prenez avec vous les gens qui sont motivés à vous suivre. Donc vous formez une équipe de cinéma avec les 12 autres apprentis. Vous êtes en immersion totale de l'écriture à la réalisation jusqu'au montage. Et toutes les étapes de la post-production qui suivent, avec ce lieu qui permet de réaliser tout ça, parce qu'il y a le matériel adéquat, mais également des professionnels qui viennent vous encadrer, mais pas comme des maîtres de stage ou des professeurs, mais comme des occurrences comme ça qui vous sont présentées et qui, à un moment donné, veulent bien pencher un regard sur votre travail et vous donner un petit coup de main. Voilà, c'est un lieu assez unique, quoi, en fait. Et c'est un projet finalement de Claude Lelouch qui est pérenne, qui va continuer dans le temps. Eh ben, il faut le souhaiter. En tout cas, oui, c'est bien. Ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans déjà. On en est c'est la 3e promotion maintenant qui est en cours, qui est une super promo, qui est très motivée. Voilà, pour vous dire, dans cette 3e promotion, je les connais pas très bien, mais j'ai eu le plaisir de les croiser. Je vais avoir le plaisir de travailler avec eux sur le prochain film de Claude Lelouch, le prochain tournage, puisque voilà, l'idée c'est ça, encore une fois, c'est ce que je vous disais il y a une minute, on travaille en tant qu'apprenti sur le tournage du réalisateur. Au passage, d'ailleurs, les ateliers du cinéma n'ont pas accueilli que les tournages des films de Claude Lelouch, parce que sans compter les tournages des apprentis et les tournages de Claude Lelouch, vous avez eu aussi le tournage de Jusqu'à la garde, qui est un film qui a été primé il y a 2 ans au César, qui a raflé tous les Césars, qui est un film merveilleux qui parle de la violence conjugale dans les couples, enfin, violence conjugale tout court, que je vous invite à regarder, qui est vraiment un film poignant. Il y a eu aussi le film de Clapiche, Ce qui nous lie, qui avait été tourné dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu je ne sais pas combien de courts-métrages, de clips. Donc voilà, en fait, le lieu, c'est avant tout un studio de cinéma. Donc ça accueille des tournages. Et de facto, les apprentis présents travaillent sur ces tournages. Et le summum, en plus, c'est qu'on est payé pour ça. C'est-à-dire qu'on engendre nos premières heures d'intermittence. Pour certains, on les continue. Parce que comme je vous disais, certains arrivent, ils sont déjà intermittents. Donc ça, c'est vraiment inédit, on va dire. Alors moi, j'aimerais quand même... vous venez de plus que vous présenter et surtout aussi présenter votre boulot. Mais dans cette passion, parce que c'est une passion quelque part, c'est obligatoire, non? Oui, je crois, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de tournage de films? C'est ça que les gens... Je salue Serge qui nous écoute au Canada, vous voyez. Bonjour Serge. On a des auditeurs assez lointains. Les anecdotes... Essayez de nous faire rêver. Je vais voilà. essayer. Je vais essayer de dépasser le cadre formel de l'explication. Non, mais c'était attention, c'était très intéressant. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. En effet, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur un tournage? Parce qu'il y a toute une espèce de mystère comme ça. C'est très souvent cocasse, un tournage, en fait, parce qu'il y a une exigence, il y a du travail, mais c'est de l'humain. Et donc, vous le savez déjà, j'imagine, rien que là, entre vous tous, dans l'humain, il y a toujours la faille, il y a toujours le moment où ça vrille, le moment où ça nous échappe, le moment où on se marre, le moment où on se marre moins. Ouais, des anecdotes de tournage, j'en ai plein. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Non, je peux vous dire que, par exemple, moi, j'ai co-réalisé un long métrage qui sortira bientôt, j'espère, qui déjà vient d'être acheté au Brésil par un distributeur qui s'appelle Pandora, qui a distribué le film Parasite, entre autres. Et ce tournage a été assez fou, parce que c'est un film que j'ai co-réalisé avec 3 de mes anciens camarades, d'ailleurs, qui étaient apprentis aussi. Et ce film s'appelle La Parle. Et on s'est beaucoup marré sur ce tournage, parce que il y a une espèce de commune mesure qui est de se dire que quand on fait un tournage, on ne peut pas dépasser certaines horaires parce que sinon on n'est pas efficace nécessairement le lendemain, on n'est pas toujours au top. Là, je vous avoue que dans la mesure où c'est un film qu'on a écrit, réalisé et dans lequel on jouait également, il n'y avait plus du tout d'histoire d'horaire. On s'est retrouvés parfois à tourner des séquences à 3h30 du matin dans une cuisine, où la perche nous est tombée dessus, où on se demandait ce qu'on était en train de faire. Et puis, à un moment donné, voilà, il y a la grâce, comme on dit, qui prend. C'est-à-dire qu'on sent que les choses sont à leur place et que ça valait le coup de se donner la peine à mettre en place une séquence. Mais c'est très souvent chaotique. Et à l'inverse, parfois, il y a des choses très, très, très préparées qui ne donnent pas forcément le résultat escompté. Après, voilà, avec des gens du cinéma, on va dire, plus connus et qui sont des mythes et pour l'histoire du cinéma. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée quand on a fait la suite d'Un homme et une femme avec Claude Lelouch.
Et là, j'ai un souvenir ému du premier jour du tournage parce que je suis arrivée, je me rappelle, on tournait dans ce qui était le décor de la maison de retraite. Je ne sais pas si vous avez vu la suite. Je vous recommande de la voir. Elle passe actuellement sur Canal+. Voilà, je vous le dis. Ou en VOD d'ailleurs, sur plein de plateformes, j'imagine. Et donc, j'arrive ce premier jour de tournage, j'étais un peu impressionnée. Je me suis dit, il faut que j'aille me présenter à Jean-Luc Trintignant, que je lui explique que je suis la script du film, que voilà, je vais devoir lui donner des informations sur le texte, etc. etc. Et j'entends, à travers le casque que me donne l'ingé son, parce que tous les membres de l'équipe, à peu près, qui sont sur le plateau, ont le droit à un casque pour savoir ce qui se joue, j'entends une voix comme ça qui récite des poèmes. Je comprends très vite, en fait, c'est la voix de Monsieur Trintignant qui, tout seul, pour lui-même, dans son fort intérieur, en attendant qu'on lui dise moteur, action, récite des poèmes. Et quand je vous dis récite des poèmes, c'est pas réciter des poèmes, c'est dire des poèmes comme j'ai rarement entendu quelqu'un dire des poèmes. Et donc je me dis, mais attends, mais c'est moi ou je suis émue, il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de magie comme ça. Je voyais les rails du travelling en train de s'installer, je voyais toute l'équipe comme ça, très, très affairée. Et puis en fait, à un moment, je me suis mise en retrait comme ça et j'ai observé les uns et les autres et j'ai compris qu'en fait, tout le monde était ému. Et tout le monde avait le sentiment de partager quelque chose d'unique parce que c'était revenir 50 ans après sur un film qui avait engendré toute une histoire du cinéma. Un homme et une femme, c'est un film qui a énormément libéré la caméra, qui a énormément libéré le scénario aussi. De pouvoir dire, bah voilà, on prend un homme et une femme et on raconte leur vie, leur passé, leur présent et leur futur peut-être au bord de la plage, dans la mémoire de l'un, dans la mémoire de l'autre. Et d'un coup, 50 ans après, on prenait ces acteurs qui ont vieilli et dont on assumait les rides, dont on assumait les histoires. Et on se retrouvait là, nous, comme ça, à tourner ce premier jour. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Alors, sur un lieu de tournage, parfois, c'est par expérience, j'ai assisté à quelques-uns. Ouais. Ça peut être très rigide. Oui. Hein, très, très rigide. Et parfois aussi, c'est l'inverse, ça peut être aussi décontracté. Mais quand même, le côté rigidité, je trouve, moi, néophyte et un peu à l'extérieur, et pas mal même, oui. Hein, j'ai ressenti ça, presque une sévérité. Alors, pour trouver l'intermédiaire de ce que vous dites, je dirais que de toute façon, il y a une rigueur, en fait. Il y a une exigence. Même quand on est décontracté, ou même quand on est très, très sérieux, il y a une exigence. On est là pour faire un film, on a un temps imparti. Un directeur de production vous dira le temps, c'est de l'argent. Et tout ça voilà, fait qu'on est concentré, on est très concentré. Maintenant, là, vous avez tout à fait raison, Lionel, c'est que selon le réalisateur... C'est ça dépend du réalisateur totalement. Et ce qu'il impulse, ce qu'il donne comme ambiance, vous n'avez pas du tout, d'un film à l'autre, le même sentiment. C'est-à-dire que vous avez des films pourtant très compliqués, au scénario très alambiqué, avec des trucs compliqué à tourner, hein, que ce soit d'un point de vue émotionnel, cascade, ce que vous voulez. Vous avez des réalisateurs qui sont passionnés et décontractés. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que plus ils donneront du positif à leur équipe, plus ils obtiendront le meilleur. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, il faut être très dur, il faut crier, il faut même parfois humilier. Ouais, j'ai pas peur de le dire, mais en tout cas, j'ai une expérience comme ça où j'ai connu le réalisateur méchant qui pense qu'en criant sur les techniciens, il va obtenir un meilleur résultat. Bon, moi, je n'ai toujours pas compris le principe de ça, même a posteriori, j'ai pas vu le... Bon, il y en a un qui me vient à la tête, c'est Jean-Pierre Mocky. Oui, mais... poussé des coups de gueule incroyables, quoi. Mais il y a coup de gueule et coup de gueule, parce que Mocky, moi, j'ai pas travaillé avec lui, mais après, voilà... Un mec qui gueule ou une nana, d'ailleurs, c'est pas, ça dépend en fait. Si c'est gueuler pour dire allez les mecs, on y va, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on ne peut pas attraper ce truc-là qui est en train de se passer, on ne va pas l'attraper dans 2h30 quand vous aurez fini d'installer votre lumière. Je n'accable absolument pas le département lumière en disant ça. Hein. On peut comprendre le coup de gueule. Si c'est le coup de gueule vraiment méchant, à tendance humiliation, bon là non, en règle générale, d'ailleurs, donc quel que soit le milieu. Voilà. Petite anecdote, moi, oui pour le tournage des Misérables, le mariage de Cosette s'est fait pas loin d'ici, au Château des Tours à Montagne, ouais. avec Robert Hossein. Ouais, et oui. Je me souviens, moi j'étais pour une radio à peu près identique à celle-ci, et il y avait un valet qui était assis sur une chaise et il s'était assoupi. J'ai vu arriver Robert Hossein avec un Polaroid qui l'a photographié et qui lui a posé la photo sur ses jambes. Donc je pense que quand il s'est réveillé, ça a dû être la surprise. Mais c'était c'est amusant, super mignon, quoi. C'est très délicat. Voilà. Non, mais il y a plein de petites anecdotes comme ça. Alors sachant, en plus là, vous venez de parler d'un acteur dans le film. Enfin, sur un tournage, l'acteur, c'est quelqu'un
qui fait pas grand-chose. Alors, pardon de dire ça, j'aime infiniment les acteurs. Je suis amoureuse des acteurs et des actrices. Mais en attendant de tourner, l'acteur, on lui dit non, reste là, vas-y, repose-toi, tu veux de l'eau? On va lui demander 56 fois s'il veut un café, 32 fois s'il veut un thé. Donc, en effet, s'il a envie d'observer, il a le temps d'aller faire des photos du mec qui s'est endormi parce que lui, ça fait 8 heures qu'il fait de la figuration et qu'on ne lui a pas demandé 36 fois s'il voulait un café. Donc, ouais, c'est mignon comme... C'est énormément de temps d'attente, en fait. Oui. Un tournage, ça... c'est, Fanny, c'est 3-4 minutes, en fait, qui sont finalement conservées. Par jour, en moyenne, ouais. Pour une journée de tournage. Pour 12 heures de travail où on va beaucoup attendre et mettre en place. Et comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de GRACE, G-R-A-C-E. Ouais, c'est fou de se dire parfois que ça rejoint un petit peu la réflexion naïve de mon enfance. C'est-à-dire, on reproduit la vie, donc avec tout ce que ça comporte, de complètement fou, parce qu'on se prend la tête sur des détails, on met en œuvre des choses pour obtenir éventuellement 3-4 minutes, avec 1 à 2 minutes qu'on gardera au final au montage, voire 30 secondes parfois, voire rien. Eh bien, nous allons nous retrouver dans quelques minutes avec Fanny Boldini. Nous écoutons pour l'instant un petit peu de musique et à tout de suite. Et dans cette émission 58 minutes, nous recevons dans nos studios, ici en direct, Fanny Boldini, qui est script. Elle vient de nous parler, bien sûr, de la découverte de son métier. Elle travaille avec Claude Lelouch, qui est une référence quand même dans le cinéma. C'est indéniable. C'est un maître, moi j'appelle ça comme ça. Hein, Et vous avez, tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez réalisé un film qui s'appelle La Parle. Oui, tout à fait. Qui a été tourné ici dans la région et que vous venez de vendre au Brésil. Tout à fait. Ouais. J'ai co-réalisé La Parle avec Kevin Van Steen, Simon Boulier et Gabriela Boeri, que je salue infiniment. C'est un film un peu expérimental, en cela qu'on s'est retrouvés à un moment tous les 4 à Bonn, où nous étions anciens apprentis justement donc, de cette formation créée par Claude Lelouch. Et puis on s'est dit, toi tu fais quoi en ce moment? Ouais, moi c'est super, je bosse sur tel film. Ouais, moi aussi je fais ça, je fais ci. Et sinon, t'en es où de tes projets d'écriture, de ton envie de réaliser? On venait tous de faire un cours qui avait plutôt, qui avait pris beaucoup de place pour chacun et marché même pour certains d'entre nous. Et puis on s'est dit, mais en fait c'est super, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réaliser un nouveau film bientôt? Il va falloir qu'on attende une production, il va falloir qu'on attende de l'argent, il va falloir qu'on attende du temps, etc., etc. Et on a vu l'été qui était devant nous, qui s'approchait, et on s'est dit, et si on tournait un film comme ça, à l'instantané? Alors ça c'est la version jolie pour faire croire qu'il n'y a pas de travail. Et en fait à partir de là, on s'est mis à écrire intensément, passionnément. Vous parlez de rigueur tout à l'heure, il nous a fallu beaucoup de rigueur pour créer justement cette espèce de processus un peu fou. Ça prend du temps tout ça. Ça prend beaucoup de temps et puis ça a été l'expérience assez dingue parce que quand vous êtes 4, vous êtes plus fort et à la fois vous êtes aussi 4 égaux. Donc c'est des confrontations avec des moments passionnés, des fous rires, des engueulades. Mais en tout cas, c'était une volonté d'écrire à 4, de tourner à 4, seulement à 4. Ce serait mentir de dire qu'on n'a pas été aidé parfois par certains techniciens sur une première partie du tournage, que je salue aussi, qui sont aussi des gens issus de la formation d'ailleurs de Bonn. Et on est partis, tous les 4 tourner avec cette particularité qui était donc qu'on réalisait, après avoir écrit notre film, mais aussi qu'on jouait en fait. On était les acteurs de ce film. Et parfois, on s'est vraiment demandé ce qu'on était en train de faire jusqu'au moment où on est arrivé quand même au montage, après avoir tourné pendant des jours et des jours. Et en fait, au montage, nous avons rencontré une fille exceptionnelle lors du Festival de Cannes l'an dernier, qui est une réalisatrice et aussi... Vous étiez au Festival de Cannes? J'étais au Festival de Cannes parce que j'avais la chance de pouvoir monter les marches avec Claude Lelouch, justement, pour accompagner... Alors, je vous ai vu, hein. Bah, mais pas sur les marches. On est bien d'accord. Mais je vous dis ça parce que je ne pense pas être très visible. Et puis, dans ces genres de moments-là, moi, je suis plutôt à me cacher derrière les gens. Mais c'était assez magique de monter les marches pour accompagner, comme je vous disais tout à l'heure, ce film mythique. Et tout ça pour dire, je fais des phrases très longues, que La Parle, donc voilà, ça a été l'occasion en allant à Cannes, parce que le Festival de Cannes, c'est pas simplement des paillettes et présenter des films au monde entier, c'est aussi trouver de l'argent pour ceux qu'on va faire, parce qu'il y a un énorme marché du film. Et dans ce marché du film, ça nous a permis de rencontrer une nana super qui s'appelle Alice Furtado, qui est réalisatrice, qui elle venait présenter son film dans la catégorie la quinzaine des réalisateurs, et qui est aussi monteuse de métier, donc qui fait le montage du film. Et
elle a adoré notre projet. Et à partir du moment où elle est rentrée dans notre projet, et c'est-à-dire que ça pose toute la question du montage d'un film, qui est encore une fois l'étape après la réalisation, on a vraiment compris qu'on avait un film en fait, qui existait, qui était là, qui était authentique, qui avait ses défauts, mais ses qualités. Et puis voilà, de là, on a beaucoup travaillé au montage avec elle. Et aujourd'hui, voilà, on a un long métrage qui est dans la phase finale de sa post-production, avec toute l'étape de l'étalonnage et du mixage. Pour la faire courte, l'étalonnage, c'est quand on révèle la colorimétrie d'un film, et le mixage, c'est quand on harmonise les sons et l'ambiance sonore et musicale d'un film. Je peux me permettre d'ailleurs de dire que... Faites, vous êtes chez vous ici. Alors, je vous remercie beaucoup, Lionel. Le Covid, avec tout ce qu'on sait qu'il y a eu de conséquences néfastes pour bien des domaines, fait que voilà, on se retrouve à finir cette post-production laborieusement. Alors, pas question de faire un Ulule et de demander aux uns et aux autres de nous donner un peu d'argent, mais on cherche par contre encore un mécène ou des mécènes, des personnes qui voudraient investir une certaine somme d'argent, qui reste raisonnable, mais pour que ce projet soit totalement abouti, parce que même s'il est acheté par ce distributeur brésilien, cette partie de post-production revient encore à la partie de production qui nous incombe, si je peux dire. Et donc, voilà, on cherche encore des financements de ce côté-là. Et ce n'est pas simplement de l'argent pour de l'argent, mais en tout cas des... Alors, des financements pour le développer, ce film, pour le finir, le promouvoir. Pour le promouvoir, non, puisque c'est le distributeur qui s'en chargera. Et ça, pour nous, c'est déjà... Mais quand vous dites pour le finir... c'est justement cette partie son et colorimétrie qui est fondamentale, parce que même si le film est là et qu'il est monté et qu'il est terminé... sans cette finition qui fait que quand vous êtes au cinéma et que vous voyez un film, vous avez le sentiment que tout est en harmonie, si je puis dire. C'est un petit peu dommage de présenter un film sans ça. Enfin, c'est même impossible, en fait. Donc, c'est vrai voilà, qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette situation... Nous sommes dans une région viticole. Peut-être que votre appel peut être entendu. Et j'aime le vin. De Saint-Émilion. Alors, oui, bien sûr. Oui, non, mais en plus, je suis originaire de Saint-Émilion, bien sûr. J'aime le vin de Saint-Émilion, bien sûr. Le vin qui sent la terre. Oui, bien sûr. Bon, Mylène. Fanny, tu viens de nous parler du Festival de Cannes, mais cette fois où tu as monté les marches avec Claude Lelouch, c'était ta deuxième fois, non ? Parce que pour ton court-métrage, tu as eu l'occasion... Ah oui, mais j'ai pas monté les marches. Non, tu n'as pas monté les marches, mais tu as eu l'occasion d'être approchée. Oui, j'étais dans une petite catégorie, dans une sélection qui s'appelle le Short Corner, qui est vraiment une catégorie... En fait, Cannes, c'est un petit peu... c'est un peu à l'image de la vie, en fait. Il y a toutes les marches. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être en haut, parce que je crois qu'on peut très vite redescendre en bas. J'ai pas de fantasme sur les gens en haut des marches et les gens en bas des marches. Mais en tout cas, pour vous donner l'image, moi, j'étais très, très en bas des marches la première fois où je suis allée à Cannes. Et donc, le Short Corner, non, ça a été l'occasion d'être exposée au monde entier, puisque le monde entier pouvait voir mon film. J'y ai fait des rencontres, mais j'étais pas très à l'aise la première année à Cannes, pour être honnête avec vous. J'étais pas... Il y a faire des films et il y a savoir les vendre. C'est deux métiers différents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont producteurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont distributeurs, c'est pour ça qu'il y a des gens même qui sont conseillers, enfin qui sont des agents d'ailleurs. C'est un petit peu le discours de tous les artistes en fait. Oui. Ils sont capables de... Leur métier, c'est de produire et non pas de se vendre en fait. Il faut savoir le faire, souvent, mais les artistes c'est compliqué. sont très mauvais vendeurs. Mais tout à fait. Mais parce que moi après, là j'ai super plaisir à parler avec vous et tout ça, mais c'est difficile de dire regardez ce qu'on a fait, c'est super, n'hésitez pas. Enfin, c'est plus du tout la même chose en fait. Nous, on n'hésite pas à dire que vous êtes dans une super radio. Hein. Oui. Oui, mais vous êtes déjà un moyen de diffusion, donc vous pouvez dire de vous-même que vous êtes un bon moyen de diffusion. Quand on a le courage de présenter quelque chose qu'on a fait avec son cœur, avec tout un démêlé de problèmes qu'on a tenté de résoudre tant bien que mal, on a presque envie de dire, naïvement, là encore, tiens, mais c'est bon, voilà, je vous le donne, c'est fait, maintenant, m'en demandez pas plus, en fait. Même si c'est pas désagréable. Je pense que pour l'artiste, en général, la difficulté, c'est qu'on a réalisé, pourquoi pas un chef-d'œuvre, et on a de la peine à ce que les gens ne comprennent pas, justement, ce chef-d'œuvre. Oui, alors, déjà, encore une fois, un chef-d'œuvre, c'est une... Non, mais j'exagère. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que... C'est une image. Hein. Non, mais vous évoquez un truc très intéressant, Lionel. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, aujourd'hui, sont adulés post-mortem.
Voilà, je pense qu'il y a plein de mecs, à l'époque, on disait c'est quoi ça croûte là, et aujourd'hui c'est des toiles qui sont vendues dans le monde entier. Donc oui, c'est sûr que maintenant, moi déjà j'ai du mal avec ce mot artiste en fait. Je peux pas dire, par exemple, je vais pas vous dire moi je suis une artiste. J'ai pas du tout envie de. Je considère qu'on essaye d'être à sa place dans la vie. C'est compliqué, ça met du temps, rien n'est jamais certain. Et quand on fait quelque chose du ressort du sensible, c'est vrai que, même si après on a envie d'en parler, de là être capable de le vendre, d'argumenter comme un commercial, c'est vraiment... c'est quasi impossible, ouais. Mais d'autant plus quand on y a mis beaucoup de soi. Oui, et oui. en l'occurrence, là, on parlait de ton court-métrage. Oui. Oui, Tu nous en dis quelques mots ? Alors oui, le court-métrage, oui, que j'ai fait. Alors lui, pour le coup, je l'ai fait dans le cadre des ateliers, là, quand j'étais encore apprentie, donc il y a presque 4 ans. C'est un court-métrage. Initialement, j'étais pas du tout. Pardon, je vais arrêter de toucher le casque, ça fait du bruit. Oui, les auditeurs vont dire arrêtez, Fanny. Je touche toujours quelque chose comme ça. Oui, c'est un court-métrage. En fait, voilà, je voulais raconter une histoire. J'étais partie sur un huis clos qui devait se passer au Pays Basque, dans une maison en forme de U. C'est bien, vous aimez notre région. J'adore. Mais oui, mais je suis d'ici, donc j'ai pas Oui, trop. oui, Mais oui, j'aime beaucoup le Pays Basque. Et la Parle a été tournée au Pays Basque, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, donc, vous voyez comme quoi on retrouve toujours. D'ailleurs, petite chose à vous dire, c'est que très souvent, vous me parlez de vous raconter des anecdotes. Dans le cinéma, parfois, ce qui se fait pas sur un projet va se retrouver dans celui d'après, mais de façon un peu inconsciente parfois. Ou involontaire du moins, enfin en apparence en tout cas. Mais... Et donc oui, je ne sais plus ce que vous me demandiez. Alors, hop, Parlez du film. Parler du film, oui. Le court-métrage que j'ai fait, oui, donc qui s'appelle L'été l'emportera. C'est un court-métrage que j'ai écrit de façon très instinctive après avoir développé tout un projet de polar huis clos au Pays Basque qui ne s'est jamais fait. Là, j'ai voulu raconter l'histoire intime d'une maman et ses 2 enfants qui passent des vacances au bord de la mer dans une espèce de latence comme ça, où c'est à la fois doux et estival, et en même temps on sent qu'il y a quelque chose d'assez mélancolique et un peu tragique qui se dessine. Et on comprend que dès que le père est évoqué, ça va pas en fait. Et puis le père, il finit par arriver pour passer la fin des vacances avec eux, les grandes vacances d'été, et ça se passe très mal. Et ça se passe très mal parce que le film est vu à travers le point de vue du petit garçon de l'histoire, et il comprend que ses parents vont se séparer. Donc c'est une histoire très simple, aujourd'hui très banale. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants dont les parents sont encore ensemble dans les écoles primaires. Mais je suis très, très ironique, mais je peut-être réaliste. Mais voilà, j'avais envie de situer un film comme ça dans les années 90 et de raconter cette espèce de fin de l'innocence quand là où tout semble idyllique, vous vivez vos premiers chagrins, vous apprenez la séparation de vos parents, vous vivez votre premier chagrin d'amour, etc., etc. Donc c'est un petit film, très modeste, et dans lequel Mylène a joué. Et alors, des films comme vous parlez, ils sont distribués comment où c'est qu'on les voit comment ça se passe Télévision Oui, alors L'été l'emportera. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure de la capacité à vendre ces films. Moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour L'été l'emportera. Alors, il est allé à Cannes dans cette petite catégorie. Regardez, je vais le mettre comme ça. Mais par contre, j'aurais dû l'envoyer à davantage de festivals. J'aurais dû faire tout un tas de choses pour le diffuser davantage, et je l'ai pas fait parce que je savais pas faire et j'ai pas su m'entourer des bonnes personnes. Je regrette un petit peu, même si aujourd'hui je vois tellement les défauts de ce film plus que ses qualités, que je me dis que c'est pas très grave. Maintenant, j'avais quand même organisé une projection à Bordeaux avec tous les gens qui avaient participé au film, y compris des gens publics inconnus, et qui sont venus. Et les retours ont été vraiment bons. Je crois, oui. Mais tu peux le dire. Non, mais les gens étaient touchés, oui. C'est vrai que parce que c'est une histoire qui touche un peu tout le monde. Je sais que oui, le plus beau truc qu'on m'a dit, c'est « je te remercie ». J'ai eu l'impression de replonger dans mon enfance pendant 15 minutes. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, voilà, c'est un peu ce que je voulais faire, quoi. Est-ce qu'on peut parler... et oui, le temps passe. Est-ce qu'on peut parler des projets de Claude Lelouch ? Vous avez dit que vous étiez en projet là avec lui. Oui, il est en préparation de son prochain film. Je peux pas vous en dire grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est... dites le minimum. Alors, le minimum, c'est que je sens que Claude prépare un grand Lelouch. Voilà. Comme à l'habitude. Comme à l'habitude, avec toujours l'appréhension, parce que quand on a fait 49 films, d'arriver au 50e, j'imagine que c'est assez vertigineux et épatant.
Et donc, il faut encore s'épater soi-même. Et là, voilà, en ayant le plaisir de l'assister dès la préparation de ce film, je vois qu'il y a une envergure à ce projet qui, en tout cas, voilà, que je souhaite. Il était sorti un petit peu des sentiers battus en se servant de téléphone portable pour filmer. Oui, il a fait un film qui n'est pas sorti au cinéma cause Covid et toute sa crise et qui n'est passé que sur Canal+ récemment. Et c'était une sorte de pari technologique et humain où justement l'idée c'était de travailler avec sa promotion en cours des apprentis et de tout filmer à l'iPhone. De tout filmer à l'iPhone avec le défi qu'on peut réaliser un film de qualité professionnelle avec le... C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Oui. C'est possible. D'ailleurs, je rebondis sur La Parle, le film que j'ai co-réalisé, le long métrage, est tourné à l'iPhone. Alors après, nous, on a utilisé l'iPhone pour d'autres raisons que celle de Claude. On a voulu justifier d'une image quasi intime, quasi documentariste, et on trouvait que c'était chouette d'utiliser l'iPhone pour ça. Claude, lui, il a carrément été chercher un autre type de performance. Il a voulu dire aux gens, regardez, cet iPhone peut ressembler à une caméra de cinéma. Et puis c'est épatant de voir que cet homme, avec un iPhone en main, fait des plans comme il faisait avec une... À la Lelouch. À la Lelouch. Et c'est là où on voit que quand l'homme sait se positionner avec la caméra, tu peux avoir n'importe quelle caméra en main, ça fait toute la différence. Ouais. Alors, pardon Mylène, tu voulais poser une question, allez-y. Oui, je voulais te demander finalement sur le film qui est en préparation, il revient à une réalisation plus classique. Caméra. Il y aura de tout. Ça va être la folie. Dans un mix je crois qu'il y aura de tout. Il y aura de la... Aujourd'hui, en numérique, une Sony Venice, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais l'équivalent du 35, enfin voilà, les grosses caméras, en fait. Il y aura peut-être de l'iPhone, il y aura peut-être même de la GoPro, il y aura... Je crois que l'idée de Claude, c'est de ne pas se priver de quoi que ce soit, d'avoir... Encore une fois, c'est ça aussi d'ailleurs que j'ai appris aux ateliers. Le cinéma, c'est pas essayer de faire comme les autres ont déjà fait, en fait. C'est tester des choses, c'est tenter des trucs. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens ont envie de voir vos films. Et il y aura toujours la majorité des gens pour vous dire « Ah non, fais surtout pas comme ça. Non, prends une caméra comme ça. Ouais, filme comme ça. » Je crois que dans une certaine mesure, c'est pas mal de les écouter au départ pour comprendre comment on allume la caméra et comment on éclaire. Après, il faut avoir le courage de se débarrasser de ça, quoi. C'est ça qui, je pense, a fait les réalisateurs qu'on aime aujourd'hui, ou qu'on aime moins d'ailleurs. Mais... Donc oui, non, il y aura plein de caméras. Et toi, est-ce que tu as un autre projet de long métrage ? Ça, c'est la première question. Et si oui, qui aimerais-tu faire tourner ? Est-ce qu'il y a un acteur, une actrice que tu aimerais tout particulièrement que j'aimerais tout particulièrement faire tourner ? Oui, alors actuellement, j'écris un nouveau projet. Un long métrage, quitte à en avoir fait un premier, je me suis dit autant en faire un deuxième. Non, mais c'est pas tant ça d'ailleurs, parce que justement, je fais une parenthèse sur les formats des histoires. On passe au long métrage, donc après c'est difficile de dire qu'on va revenir au court métrage, mais je crois qu'on raconte une histoire et en fonction de ça, le format de l'histoire s'impose. Là, le film que j'aimerais faire, c'est un long métrage, clairement, qui serait même plutôt long d'ailleurs, qui toucherait plutôt les 2h, 2h30 qu'une heure et demie. Maintenant... En toute honnêteté, c'est une des premières fois où j'écris et où je visualise pas réellement les acteurs que j'aimerais avoir, parce que c'est un film où il y aura beaucoup d'acteurs. Et alors si j'ai un rêve, allons-y, comme ça on va pousser cette histoire de naïveté d'enfance qui reste. J'aimerais beaucoup, pour un rôle en particulier, qui n'est pas le rôle principal, mais qui est un rôle fondamental, faire tourner Catherine Deneuve. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais bon... Alors, moi, j'ai écouté attentivement, donc on va tous vous laisser notre numéro de téléphone, bien évidemment. Et puis, je ne sais pas, vous pourriez avoir aussi une radio dans le film. Non, mais tout est possible. Une question. Aujourd'hui, le cinéma, certains... le décrit un petit peu, peut-être pas dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais vous dire, ce qui me manque dans le cinéma, c'est ces films à grand spectacle qu'on avait à une certaine époque et qu'on ne retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Oui. En France, je parle. Oui, ça aussi. Le cinéma français,
Il y a des fois, je sais pas, je vais être très dur là, mais non, c'est intéressant. Des fois, on dirait du cinéma. Est-ce que j'ai l'expression? Elle est un peu à deux balles, quoi. Mais oui, mais c'est un manque de moyens, sûrement. Enfin, ça doit faire partie des raisons pour lesquelles. C'est rigolo que tu dis ça, Myriam, parce c'était dans un film de Lelouch, je vais encore citer Lelouch. C'était dans un film de Lelouch qui s'appelle Homme, Femme, Mode d'emploi, que je vous invite vite à voir ou à revoir. Il y avait Lucchini qui disait le cinéma français, c'est des très grandes histoires avec des tout petits moyens. Il commençait pas comme ça. Il disait le cinéma américain, c'est des toutes petites histoires avec des très très gros moyens, et le cinéma français, c'est des très très grandes histoires avec des tout petits moyens. Je trouve ça un peu réducteur aussi de dire ça comme ça, parce que je crois que du bon cinéma, il y en a partout. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Hollywood. Il y a tous les films indépendants qu'on retrouve à Sundance et d'autres festivals, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je pense du cinéma ? Là où je vous rejoins, Lionel, c'est que je trouve que parfois on manque d'audace et qu'il y a une espèce de conventionnalisme qui s'est un peu instauré où on raconte des histoires qui sont ancrées dans un certain réalisme, qui ne veulent pas en démordre. Après, est-ce qu'on n'a pas aussi le cinéma de notre société parfois ? C'est ça aussi que je me dis. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça porteur de ce qu'on vit et maintenant, moi par exemple, je suis très fan de Jacques Demy. Je trouve que Jacques Demy qui parlait de thématiques fondamentalement importantes, c'est-à-dire qu'on était sur principalement on était autour du drame amoureux, mais il y avait la question de l'homosexualité, la question du genre, la question qui nous taraude tous, à savoir est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Enfin, ça allait très loin, je trouve, philosophiquement parlant. Tout ça à travers des comédies musicales complètement déjantées, avec un univers hyper travaillé, des acteurs qui avaient, avec pour autant des figures imposées, une liberté d'expression. Je crois qu'il y a plein d'auteurs, réalisateurs qui existent et qui proposent quelque chose de différent. Maintenant, là où je pense qu'il y a un problème, c'est que ce sont les cinémas et donc les distributions qui font pas forcément le bon travail. C'est-à-dire qu'on a un peu scindé, à mon sens, le cinéma en deux trucs, à savoir cinéma populaire, dit populaire, hein, et je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, et cinéma dit d'auteur. Et ça, moi, personnellement, ça m'embête beaucoup, parce que je pense que quand un film est bon, il doit être populaire. Que ce soit d'un cinéma d'auteur ou pas. Pour moi, il y a toujours un auteur en fait derrière un film. Donc voilà. Donc j'aimerais bien qu'on réunisse un peu ça et qu'on arrête de faire d'un côté des comédies trop formatées et de l'autre des films qui apparemment ne sont accessibles que pour une élite qui comprendrait les codes du cinéma. Voilà. Et ces films qui sont faits avec des animateurs de télé, ils sont animateurs pendant quelques mois et ils se retrouvent propulsés dans des films. Bon, on sent que c'est très commercial, bien évidemment, mais... Vous pensez à qui, pardon, je suis perdue. Vous avez me fait une référence qui m'échappe. Ah bon ? Ouais, sincèrement. Alors plutôt téléfilm, si tant est que tu fasses un distinguo entre... Non, même au cinéma. Même film, au cinéma. Si, Virginie Efira. Virginie Efira, c'est très joli comme histoire. Elle a été animatrice. Non, mais alors vous avez superbe pas. Actrice. C'est moi qui me suis mal exprimé. Je déplore un petit peu ces animateurs de télé qui, en quelques mois, deviennent des vedettes. Hein. Vous voulez dire les gens de la télé-réalité, en fait. Oui, peut-être. Il y a cela aussi, et qui se retrouvent dans des cinémas. Est-ce que c'est bien pour le cinéma ? Est-ce qu'on a, vous voyez où je veux en venir, est-ce qu'on a encore les grands acteurs d'il y a quelques années, sans vouloir faire le vieux croulant, non, je mais voilà, il y a quelque temps encore, on avait des grandes actrices, des grands acteurs. Je trouve qu'on a un petit peu de mal. Il y en a quelques-uns qui sortent. Vous savez quoi, c'est pour moi, somme toute, parce qu'en plus j'ai pas du tout envie de tomber sur ces personnes-là, mais c'est pas pour vous contredire. Mais pour moi, ça reste la faute des réalisateurs, toujours. D'accord. C'est-à-dire que si tant est qu'on ait envie d'aller chercher une tête connue qui est arrivée par une télé-réalité, j'avoue que je suis un peu larguée télé-réalité. C'est là où moi aussi je prends un coup de vieux. Je crois que je me suis arrêtée au Loft, hein, donc c'est un peu dur. Ça date un peu. Voilà, ça y est, ça a 20 ans. Mais du coup, j'ai presque envie de vous dire qu'en fait, c'est la façon qu'un réalisateur a aussi d'aller vers un présumé acteur. C'est-à-dire que il y a plein de gens super qui sont dans des cours de théâtre, qui bossent dur, qui mériteraient qu'on mette le projecteur sur eux. C'est peut-être dommage que ce ne soit pas assez fait. Maintenant, si on va chercher quelqu'un en pensant « ouais, c'est génial, ça va faire un coup de buzz ». Des entrées. Ou pas, parce que par exemple, il y a une réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Rebecca Zlotowski, qui vient de faire tourner Zaya, qui elle aussi est issue de la télé-réalité. À partir du moment où tu sais mettre en scène, où tu sais parler à ton acteur, tu obtiens quelque chose d'autre que ce qu'on a vu peut-être à votre goût de trop basique et vulgaire dans une simple émission de télé. Là où je suis d'accord, c'est qu'il faudrait vraiment
sans enfoncer la télé, parce qu'en plus aujourd'hui il y a des super séries, je trouve qu'on progresse les Français pour ça. Si, on a fait des progrès quand même. Bah si. Je suis anti-série. Oui, alors c'est encore autre chose. Mais, oui. Non, mais là je suis sévère, je reconnais. Mais non, c'est bien d'affirmer aussi ce qu'on aime ou pas. Mais en tout cas, je crois que c'est encore une fois, c'est le problème du metteur en scène. Parce que c'est sûr que quand tu vas chercher quelqu'un et que tu dis, voilà, les moteurs, allez, action, vas-y, à toi. Et qu'on attend qu'il se passe quelque chose, je ne crois pas qu'il va se passer grand-chose. Il faut aussi savoir à qui on parle, comment on s'adresse, et peut-être être exigeant aussi, et demander à la personne, de dire, voilà, t'es pas acteur à la base, je veux te chercher parce que ce qui m'a plu, c'est dans l'épisode 56, t'as fait un truc à un moment, j'ai senti ta faille, je dis n'importe quoi. Oui, non, mais j'ai bien compris. Du coup, ce serait peut-être bien de faire bosser la personne pour ça, et de ne pas espérer que on va obtenir en claquement de doigts. En fait, tout ça, c'est une question de travail, en fait. Fanny, vous vraiment, hein, c'est la passion chez vous. Oui. On vous écouterait des heures. Non. Si. Moi, je me fatiguerais à m'écouter. Ah oui. Non. Mais pas moi. Mais non, mais c'est un plaisir de parler de cinéma et de répondre à vos questions et de sentir qu'en effet, je crois que le cinéma connaît un moment un peu délicat. Parce que je finis là-dessus, si vous voulez bien. Ah oui. Les salles ont été fermées avec le confinement. Qu'est-ce qu'on a fait chez nous pendant ce temps-là ? On a regardé des films sur les plateformes numériques. On a lu, on a cuisiné. Moi, j'ai beaucoup cuisiné. Et du coup, est-ce que les gens vont avoir envie de revenir ? Vous rencontrer avant. Ah, on peut encore manger ensemble. Mais est-ce que les gens vont avoir envie de revenir dans les salles obscures ? C'est un peu le gros point d'interrogation. Et alors, je vous dirais que dans l'absolu, moi, je crois que les gens vont avoir envie parce que c'est jamais pareil de voir un film chez soi que dans une salle où on est totalement à l'ambiance du film. Et pas que parce que le film est Star Wars ou un gros truc avec des effets spéciaux, hein, même un film totalement intimiste où il n'y a pas de musique et vous avez juste 2 personnages. Croyez-moi, si vous le voyez dans une salle obscure, vous serez davantage pris par l'intention de l'histoire que chez vous, où votre iPhone va sonner 17 fois, le Häagen-Dazs va vous appeler dans le réfrigérateur et tout ça. Donc du coup, pardon pour le bruit. Vous faites le bruitage aussi alors au cinéma. J'adore. Je peux vous faire la trompette. C'est vrai. Je peux vous faire... Attention. Non, on va pas... Enfin non mais voilà, j'ai envie de dire les gens aller au cinéma, c'est joli d'aller au cinéma et en plus on peut être amoureux au cinéma, on peut faire plein de choses au cinéma. Voilà. Mylène, ça y est, tu as épuisé tes questions ? Non, pas du tout. Je voudrais revenir quelques instants sur Claude Lelouch. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez 13 apprentis dans une promo. Oui. Sa société de production, si je ne m'abuse, s'appelle Les Films 13. Les Films 13, oui. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? Quelle est l'origine de ce 13 ? Eh bien, il y a une petite histoire qui dit que quand il a ouvert sa boîte de production, avant Un homme et une femme d'ailleurs, hein, je crois, avant le tournage d'Un homme et une femme, qu'il a révélé au grand public, il est allé chez le notaire avec son papa et il voulait appeler sa boîte de production Les Films de l'Apocalypse. Sauf que le notaire lui a dit « Ouais, c'est peut-être pas terrible pour se lancer dans le cinéma, j'ai peur que ça te laisse pas un bon présage. » Et puis, le notaire aurait regardé l'heure et se serait adressé à Claude en lui disant « Voilà, je viens de voir que votre prénom et votre nom faisaient 13 lettres, que nous sommes le 13, qu'il est 13h13, je sais pas, il y a peut-être des signes parfois dans la vie. Donc voilà, ce serait comme ça que les films 13 seraient nés. » Et après, on en fait ce qu'on veut de la superstition, mais elle se vérifie parfois. Elle se vérifie. Mylène, ça y est. C'est bon pour moi. Bon. Alors, si un jeune, une jeune nous écoute et tend l'oreille par rapport à votre passion, quels seraient les mots que vous pourriez lui donner ce soir, passionné de cinéma voilà, qu'est-ce que vous encouragez pour la suite ? C'est compliqué de donner des conseils, mais je dirais que la curiosité, ça doit être le moteur principal. C'est-à-dire que... Mais la curiosité, c'est pour tout. Alors évidemment, voyez des films, et plein de films, et pas simplement ceux qui passent sur Netflix. Pardon, je cite des marques, je ne sais pas si j'ai le droit, mais voilà. Chez nous, on a le droit à tout. Bon, j'adore Xavier Dolan, hein, il est super. Mais avant Xavier Dolan, il y a d'autres réalisateurs qui ont fait des ralentis et qui ont mis de la musique classique dans des films. C'est bien de les voir aussi. Voilà. Et puis surtout, osez, en fait. Osez prendre une caméra, osez vous amuser, osez prendre votre iPhone ou pas, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir à 13-14 ans un iPhone. Et c'est peut-être tant mieux, d'ailleurs.
Mais je sais pas, débrouillez-vous, faites acheter une caméra à votre collège ou empruntez la caméra de quelqu'un et appelez vos copains. On peut être équipés, nous. Voilà, Ici. oui. Non, mais et là, par exemple, entre vous tous, vous pouvez faire une équipe de tournage. Hein. On a déjà. Vous êtes là. Hein. Vous êtes là. Oui, mais je regarderai ça d'un. Oui, vous restez pas là, c'est ça que vous voulez Non, dire. je reste pas là, même si je vais peut-être venir revivre dans la région, mais j'aurai plaisir à venir vous revoir. Mais j'espère bien. Je reste pas là. Est-ce que pardonnez-moi pour cette question un peu difficile à la fin, mais est-ce que le monde du cinéma est un monde cruel ? Et j'ai envie de vous répondre, est-ce que le monde n'est pas cruel, tout simplement ? Sûrement. Et magnifique à la fois. Oui, c'est vrai. Bah voilà, c'est ça en fait. Je crois que comme dans n'importe quel milieu, il y a le meilleur et le pire. Oui, alors peut-être qu'on fait référence au fait que c'est impitoyable, qu'il faut se battre pour avoir sa place. C'est ce qu'on entend souvent. Pas dans le milieu de la chanson, c'est ça. Dans tous les milieux artistiques, souvent, les gens ont le couteau entre les dents et pousse là que je m'y mette, quoi. Écoutez, moi je crois que même si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable parfois de se défendre, mais j'ai tendance à penser que si certains ont imposé la bêtise et la méchanceté, on peut aussi imposer la gentillesse et la bienveillance. Très bien. Donc moi j'opte pour ça. Et puis quant aux déceptions, c'est les choses à mettre de côté parce que indéniablement, je préfère croire aux belles histoires qu'aux histoires moches et qui enterrent définitivement les qualités de l'âme humaine. J'ai envie de me dire qu'il y a des belles choses partout. Et quand je croise un con dans le cinéma, je me dis, bon, bah, c'est super, c'est fait. Je ne vais plus le recroiser, du coup. Maintenant, voilà, les belles personnes, elles sont devant, elles m'attendent. Et, en général, d'ailleurs. Hein. Vous serez au prochain Festival de Cannes ? Mais y aura-t-il un prochain ? Oui, c'est obligatoire. Ça ne peut pas s'arrêter. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt d'y aller. Si Cette année, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Mais l'année prochaine, en 2021. Bah, si j'avais un projet à défendre. Je trouverais ça très, très, très juste d'y aller. Maintenant, si c'est y aller pour me promener sur la Croisette et manger une pizza à 35 €, je ne suis pas sûre. Non, ah bon ? Non. Oh, c'est sympa pourtant. Oui, non, c'est bizarre. Moi, j'avais prévu, si le Festival de Cannes se déroulait, de faire un direct depuis Cannes. Depuis Cannes ? Je l'ai fait déjà. Ah, super. Oui, Quelle année vous avez fait ça, Lionel ? Ça doit être en 2016, je crois bien. D'accord. 2015. Voilà, mais attention, j'avais pas ni d'artiste, ni de comédien, ni de comédienne, ni d'acteur, ni d'actrice. Oui, mais vous seriez allé en micro sauvage En direct, oui. Mais c'est le mieux. J'ai interviewé des Cannois. C'est le mieux. Comment ils vivaient le festival de Cannes, quoi. Voilà. C'est ça que j'avais adoré à Cannes, c'est tu croises... Tu vois Sean Penn et Romain Duris, et puis tu tournes la tête et tu as un mec qui est bronzé caramel sur la plage depuis 50 ans sur sa serviette et qui ne changera pas son habitude avec son parasol tout à fait abîmé, orangina. Enfin, je sais pas, j'adore. Il y a un côté... Merci d'être venue jusqu'à nous, Fanny. J'espère que nous reverrons, bien évidemment. D'abord, pourquoi pas parler de votre actualité. Ça nous ferait énormément plaisir. Avec plaisir. Écoutez, si j'arrive à... Si La Parle arrive en France, le film donc, que j'ai co-réalisé avec Kevin Van Stein, Simon Boulier et Gabriela Boeri, produit par les Films Bleus. Et j'ai honte, j'ai oublié le nom de la boîte de production au Brésil, pardon. En tout cas, voilà, ce long métrage, s'il vient en France, je serais ravie de venir le présenter à Koutra. Ah, génial. Et puis de faire une soirée même, pourquoi pas, mais là, avec un débat. On est à vos côtés. Merci Alors, de moi, je vous dis quelque chose quand même. Tout à l'heure, j'ai écouté. On a quelques réseaux quand même ici. Oui. Et par rapport au Saint-Émilion... écoutez, si un Saint-Émilionnais se sent... On peut glisser quelques mots. J'en serais très touchée parce que vraiment, l'idée, c'est de permettre à ce film qui existe pleinement déjà d'avoir une vie... Parce qu'encore une fois, un film, c'est fait pour être vu. Voilà, c'est pas pour... Bien sûr. Merci aux âmes qui écouteront ça. Merci à vous, Fanny. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup et passez une belle soirée. Merci à Mylène aussi d'être venue ici ce soir dans nos studios en direct. Merci à toi, Lionel. Merci, Fanny. Merci à Patrick à la technique. Merci également à Gérard à la vidéo. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je passe juste un message. Je voudrais juste embrasser très, 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 très fort Charlotte, qui est dans la tempête et qui, je suis sûre, va retrouver très vite le soleil. Voilà. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.